Bonjour à tous. D'abord, bienvenue. C'est un véritable plaisir de vous retrouver dans cet amphi 4 pour cette séquence consacrée au rapport entre travail et bien-être. Et même le bien-être au travail, un sujet on ne peut plus d'actualité qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. La quête de sens est évidemment sur toutes les lèvres. Les nouvelles technologies modifient le rapport au travail. Et par-dessus tout cela vient une pandémie qui vient bouleverser nos habitudes et même nos certitudes. Bref, il n'a jamais été aussi important qu'aujourd'hui de comprendre les déterminants du bien-être au travail. Et c'est de tout cela que nous allons parler ensemble pendant 1 heure. Et avec nous, nous avons le plaisir d'avoir Émilie de Lombarès, qui est présidente du directoire de Honnête, Alexandre Fréty, directeur général de Malte, il est de l'autre côté, Jean-Paul Julia, directeur général de la BRED, Arnaud Vessier, cofondateur et président directeur général de International SOS. Et nous avons le plaisir de recevoir un professeur de l'université de Tokyo, Noriyuki Yanagawa. Merci à vous d'être présents pour débattre de ce sujet. Invité par le Cercle des économistes, l'économiste Eva Moreno-Galbis va nous introduire et va nous parler de cet enjeu. Eva, nous vous écoutons. Merci. Oui. Merci Marie, merci à tout le monde qui est là aujourd'hui pour cette séance. Comme Marie a dit, c'est vraiment un sujet d'actualité vu ce qui s'est passé ces derniers mois. Ça montre l'importance que les gens soient satisfaits au travail, surtout si on veut qu'ils travaillent plus longtemps. Donc l'intérêt de la thématique qui nous occupe aujourd'hui est un double niveau. C'est-à-dire d'un point de vue macro, au niveau du décideur public, l'objectif du décideur, c'est maximiser le bien-être de ses citoyens. Donc dans ces cadres-là, pour les personnes actives, la population active, on passe 50% de notre temps au travail, donc c'est important qu'on soit satisfait. D'un point de vue micro, c'est-à-dire au niveau de l'entreprise, la satisfaction au travail, c'est un moyen plutôt qu'un objectif. Parce qu'un travailleur qui est satisfait, c'est un travailleur qui va être plus productif, plus créatif, qui va avoir un comportement plus prosocial, qui va avoir un comportement plus coopératif et surtout, c'est un travailleur qu'on pourra retenir. Okay, donc cette double perspective macro-micro justifie déjà l'intérêt d'analyser le bien-être et travail, les rapports. Mais là, dans la séance aujourd'hui, on parle d'un nouveau rapport. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'on avait avant? Donc, avant, c'est-à-dire depuis les années 80, ce qu'on observe, c'est que le bien-être au travail, la satisfaction au travail n'a pas arrêté de diminuer. Et ceci, malgré la hausse des rémunérations et la réduction du nombre d'heures travaillées. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a cette paradoxe. Et donc, du coup, les chercheurs ont essayé de trouver les facteurs qui pourraient justifier cette paradoxe, cette évolution. Donc évidemment, il y a des facteurs pécuniaires, donc les nouveaux modes de rémunération qui seraient fondés plus sur l'évaluation des supérieurs, sur une rémunération basée sur l'effort, ça a pu jouer négativement. Mais il y a aussi des facteurs non pécuniaires, donc les conditions de travail. Donc quand on parle des conditions de travail, on parle de certains qui semblent jouer, il semble avoir une convergence sur les faits qu'il y en a certaines conditions de travail qui jouent favorablement sur la satisfaction. Donc ceci, c'est le climat social, les perspectives de progression dans l'emploi, l'autonomie, la taille de l'entreprise. Donc apparemment, les études montrent que plus l'entreprise est petite, plus on est content. Il y a d'autres conditions qui jouent négativement. Donc ceci, ça serait évidemment tout ce qui est risque physique, et risque psychologique, et aussi des managements très autoritaires avec des hiérarchies très verticales. Okay, donc ça, c'était ce qu'on avait jusqu'à aujourd'hui. Et pourquoi maintenant on dit, voilà, qu'est-ce qui se passe? Un nouveau rapport. Le nouveau rapport, ça vient justement du fait que depuis 2020, l'organisation au travail a complètement changé. Okay, donc aujourd'hui, et dans les années à venir, on va avoir 50% de l'emploi qui va être en télétravail. Et en principe, on pourrait penser que c'est positif, parce que quelqu'un qui télétravaille, c'est quelqu'un à qui on donne plus d'autonomie, il va avoir une plus forte responsabilisation, il va économiser les trajets domicile au travail et va pouvoir donc concilier mieux vie personnelle et professionnelle. Mais paradoxalement, les premières études, les premiers résultats, ils sont encore très récents, hein, donc on les prend peut-être avec des pincettes, montrent que les télétravailleurs, en fait, ils sont en train d'avoir une dégradation de leur santé mentale. Donc pourquoi? Parce qu'il n'y a pas que du positif dans le télétravail. Il va falloir qu'on commence à intérioriser qu'il y a aussi des aspects négatifs, comme l'isolement. Donc on va perdre ce côté social qu'on a au travail avec les collègues. On va avoir aussi un sédentarisme. On va avoir personne qui nous aide quand on a une difficulté. Les collègues, les hiérarchies ne seront pas à la maison pour nous aider. Il va y avoir un manque de reconnaissance du travail, des difficultés de progression carrière, une confusion de la vie personnelle et professionnelle. Et du coup, voilà, c'est un ensemble de nouveaux facteurs, une nouvelle organisation qui va affecter notre relation. Et donc, c'est pour ça qu'on parle d'un nouveau rapport bien-être-travail qu'il va falloir aborder. Donc, voilà, bienvenue à tous.
Merci beaucoup Eva. Beaucoup de choses dans ce que vous venez de nous dire. On va essayer de parler ensemble de plusieurs des points que vous avez abordés. Alexandre Tréty, je vais d'abord me tourner vers vous. Dans quelle mesure la pandémie, puisqu'on parle d'une nouvelle relation au travail, a entraîné une refonte assez générale de la façon de penser le travail ? Oui, je crois que ça a été dit un peu par Eva, et je crois que moi, il y a un chiffre qui m'a marqué, je ne sais pas si vous l'avez vu récemment dans l'Institut Jean Jaurès, qui a mené une étude avec l'IFOP sur le degré d'importance du travail dans la vie des Français entre 1990 et 2021. En 1990, 64% des Français estimaient que le travail était très important dans leur vie, et ce chiffre est tombé à 21% en 2020. Et si on regarde le film, effectivement, c'est les 4 dernières années qui ont fait chuter ce chiffre très fortement, notamment lié à la pandémie et à ce qu'évoquait Eva tout à l'heure. Moi, quand j'analyse la pandémie au travers du rôle de chef d'entreprise et de ce qu'on a vécu dans toutes nos organisations, ce que l'on voit, c'est qu'on a eu des salariés qui ont tous réclamé un peu plus de liberté, un peu plus de flexibilité, un peu moins de règles, un peu plus de télétravail, un peu plus de bénéfices collaborateurs. Et on voit bien que le rapport de force, il s'est orienté un peu plus vers le salarié que vers l'employeur. Et on est allé jusqu'à, moi, ce que j'appelle l'hyper-individualisation de la relation entre l'employeur et l'employé. Et on est rentré un peu dans un monde du salarié-consommateur. Et ce monde-là, est-ce que c'est une bonne chose ? Ça a été dit précédemment. Peut-être que oui à court terme, sans doute que non à long terme. Un autre constat que je fais à titre personnel dans mon entreprise, on est 700 collaborateurs. Moi, tous les mois, je réunis l'ensemble de mes collaborateurs et on a des questions qui remontent de la part des salariés. Quand je faisais le même exercice il y a 10 ans, 2 tiers des questions qui remontaient étaient sur la stratégie de l'entreprise. Des questions profondes sur qu'est-ce qu'il faut faire, sur quel marché il faut aller. Aujourd'hui, j'ai 3 tiers dans les questions. J'ai 1 tiers de questions que j'appelle un peu me, myself and I, c'est-à-dire est-ce que vous pouvez faire plus ? Est-ce qu'on peut avoir la semaine de 4 jours ? Est-ce que je peux avoir plus de jours en télétravail ? Est-ce que je peux travailler depuis n'importe où dans le monde entier ? Ça, c'est le premier tiers. Le deuxième tiers, ce sont des sujets plutôt d'impact ou alors de diversité et d'inclusion. Donc, qu'est-ce que vous faites, vous, en tant qu'employeur, pour être meilleur sur l'impact, meilleur sur la diversité et l'inclusion ? Et je n'ai plus qu'un tiers de questions sur la stratégie de l'entreprise. Donc ça aussi, je pense que ça dit quelque chose d'assez profond. Et pour autant, ça a été dit, je pense qu'il est très bon pour l'individu n'est pas forcément bon pour le collectif. Et donc ce sera intéressant de regarder, et c'est pour ça que personne n'a la boule de cristal, mais aujourd'hui on n'a pas encore une vision définitive et finale de savoir si ce qui s'est passé est positif ou négatif. En tout cas, on peut pressentir que pour l'engagement individuel et pour l'intérêt collectif de l'entreprise, tout ce qu'on a fait depuis 4-5 recul, vous venez de le dire, Alexandre. Alors, le bien-être au travail, c'est plus... Alors, merci Marie. Je pense qu'en effet, en tout cas j'ai la conviction que c'est beaucoup plus d'efficacité. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez fort bien dit, on a des gens dans un monde plus individuel. Si vous n'arrivez pas à comprendre pourquoi vous êtes là et quelle est votre utilité, vous êtes moins bon. Or, j'ai besoin d'avoir des équipes qui sont plus autonomes, plus réactives, qui ont la capacité à dire il y a un process qui ne marche pas bien. Et quand je suis capable de dire il y a un process qui ne marche pas bien, j'ai la capacité à me remettre en cause et donc j'ai besoin de courage. Et comment est-ce que je crée un lieu où j'ai une équipe, où justement l'individu et le collectif fonctionnent, où j'ai du courage? Eh bien, j'ai besoin de confiance. Et pour être en confiance, pour savoir où on va, il faut mettre du confort. Et donc de la qualité de vie. Et en réalité, quand on arrive à faire ça, et c'est pas facile, après on pourra en parler, quelles sont les recettes? Je pense qu'il n'y en a pas qu'une. Mais quand on arrive à mettre de la qualité de vie, quand on arrive à mettre du confort, les équipes rentrent dans un cercle vertueux. Et en réalité, elles prennent le pouvoir. Et vous savez, il y a 20 ans, je pensais que tout se décidait bien, qu'on avait tout réfléchi. En réalité, ce que je crois aujourd'hui, c'est qu'on est bon quand on a aligné ce qu'on pense avec son cœur et probablement son estomac. Et quand les gens sur le terrain sont au clair sur pourquoi je le fais et comment je veux le faire, il faut leur donner les clés. Et pour leur donner les clés, il faut qu'ils soient bien. Et plus ils sont bien, plus c'est vertueux. Je vous donne juste un exemple que je trouve rigolo. Je suis dans une banque, donc j'ai des objectifs commerciaux. Dans la banque que je dirigeais précédemment, j'aurais demandé arrêtez de descendre les objectifs, on va les faire remonter du terrain. On a fait x3. Et on a moins travaillé. Donc le bénéfice, il est au final économique. Oui.
Alors, Arnaud Vessier, vous êtes présent dans 90 pays International SOS. Est-ce que ce qu'on vient de décrire, finalement, ce nouveau rapport entre le bien-être et le travail, c'est spécifique à la France? On imagine bien que la réponse est non, mais est-ce que vous pouvez nous apporter des explications, des degrés, des nuances? Oui, je crois que tout d'abord, on est vraiment au milieu du gué. C'est-à-dire, au début, on a dit qu'il y avait des gains de productivité avec le travail hybride. Et puis maintenant, on se pose tous la question. Et la réponse varie considérablement d'un continent à l'autre. Une chose qui est très frappante, c'est qu'on voit nos équipes en Asie. On a grosso modo 5000 personnes, un tiers du personnel en Asie. Les équipes en Asie sont toutes revenues au bureau. Pratiquement 5 jours sur 5 ou 4 sur 5. Et un certain nombre de mes pairs me disent que la compétitivité asiatique va en profiter parce que malgré tout, la collaboration, comme Eva l'a indiqué, l'innovation, le mentoring, tout ça, ça se fait au bureau, ça se fait ensemble. Alors, est-ce que la qualité de la vie va en souffrir? Ce qui est sûr, c'est qu'on a un continent, si on prend l'Asie, où les enfants travaillent plus, et maintenant les salariés sont revenus au bureau. Si on prend les États-Unis, c'est l'inverse. Vous avez là, pour arriver à faire rentrer les salariés, c'est extraordinairement compliqué. Dans des villes comme en Californie, à New York ou à Houston, on a un mal fou. Et je dirais que c'est plutôt du 1 jour ou 2 jours sur 5. L'Europe, c'est vraiment au milieu. Et en France en particulier, où le 3-2 quand même se généralise fortement. Ce que je pense, c'est qu'il ne faut pas oublier que ça crée des inégalités considérables. Puisqu'il y a une partie des salariés qui peuvent bénéficier du travail hybride, mais il y a une grande partie des salariés, notamment dans les jobs moins qualifiés, qui ne peuvent pas en profiter. Et il y a une société qui est en train de se diviser très fortement entre ceux pour qui le travail loin du bureau est un plus, par rapport à ceux qui, 5 jours sur 5, se doivent être sur le site du travail. Et je pense qu'il ne faut pas le négliger. Donc, moi, je suis personnellement moins enthousiaste sur le travail hybride. Je pense qu'il va rester, bien sûr, puisque c'est une demande des salariés, que c'est même la première demande au moment d'une embauche. La première question, à peu près aux États-Unis et en Europe, c'est quel est votre rythme de travail? Mais qu'il faut certainement la gérer de façon beaucoup plus serrée et réfléchir à ce qu'on fait avec les jeunes. Je vais vous donner un exemple. Je dirige 2 écoles en Grande-Bretagne. Post-Covid, le niveau d'incivilité dans ces 2 écoles, et pourtant ce sont des écoles privées où il y a des enfants, notamment français, beaucoup de Français, qui sont certainement très bien élevés, eh bien le niveau d'incivilité a augmenté de façon considérable. Donc l'isolation du Covid a créé un vrai sujet. Je pense que pour les adultes, l'isolation loin du bureau va aussi avoir des conséquences. Et enfin, une dernière stat que nous, on a dans tous nos centres d'assistance dans le monde, c'est que les cas psychologiques ont augmenté de 25%. Donc il y a 25% de plus d'appels liés à des problèmes psychologiques. Il y a de l'ordre de 35% de plus d'arrêts de travail liés à des problèmes psychologiques. Donc ce travail, alors c'est lié aussi aux crises. Alors il va falloir distinguer ce qui est lié au travail hybride par rapport à la situation anxiogène des crises dans le monde entier, puisqu'on est en situation de permacrise, c'est-à-dire des crises successives et qui se superposent, et qui sont climatiques, sanitaires, géopolitiques, de toutes sortes, et qui stressent le salarié et donc stressent les entreprises. Monsieur Yanagawa, cette question du bien-être au travail, est-ce qu'elle existe au Japon ? Comment elle se traduit? Comment elle se matérialise? Comment ça se passe dans les entreprises, entre les salariés et leurs employeurs aujourd'hui? Yes. Oui, je vais parler anglais. Dans la société japonaise, la relation entre les entreprises et les individus, les employés, est en mutation complète pour 2 raisons principales. La première, c'est que, évidemment, l'expérience de la pandémie, comme vous l'avez tous et toutes dit, au Japon, nous avons fait l'expérience d'une situation très sérieuse au niveau de la pandémie, de façon qui a conduit à ce que les gens ont dû travailler à distance.
faire du télétravail. Ça a changé complètement le style, l'approche du travail. Une autre question, c'est une question beaucoup plus essentielle. Traditionnellement, dans la société japonaise, les entreprises leurs salariés sans qu'il y ait de relations. Il n'y a pas vraiment d'aspect relationnel. Donc les entreprises, c'est une communauté, mais chaque individu, c'est très individualisé. Et donc, l'idée, c'est d'augmenter la croissance de l'entreprise, de favoriser la croissance de l'entreprise. C'est ça l'objectif. Et l'entreprise a la responsabilité de les soutenir au niveau de leur vie, de leur avenir, par exemple, et tout ça. Bon, à partir du moment où ça fonctionne, écoutez, c'est bon pour la société japonaise. Et donc, les relations à long terme, ce type de relation a amené justement la croissance au Japon, mais ce n'était pas durable. Parce que les entreprises maintenant font l'expérience, ont vécu des chocs, des situations concurrentielles très sévères, et donc certaines entreprises ont fait faillite, ont déposé le bilan et n'ont pas été justement en mesure d'assurer la survie de leurs employés, enfin de leur donner les moyens de subsistance. Et donc les rapports ont changé. Chaque individu aujourd'hui, chaque salarié a son propre avis, et les salariés veulent mener leur vie par eux-mêmes. Ils considèrent leur avenir. Ils donnent beaucoup d'importance à leur qualité de vie. Donc, c'est devenu individualisé. Et ce changement fondamental dû à la pandémie, par exemple, a conduit au fait que les salariés japonais aujourd'hui ont changé leur façon de penser. Et justement, ils adoptent des nouvelles directions. Ils ont d'autres aspirations. Sur le plan des entreprises, ils doivent reconstruire le côté relationnel entre les salariés et leur entreprise. Donc, les relations à long terme sont toujours importantes, si vous voulez. La garantie d'un emploi pérenne, etc. Mais en même temps, les salariés cherchent une meilleure qualité de vie. Et donc, ça prend plus d'importance que la pérennité de l'emploi. Et donc, dans un cas, l'approche serait d'un emploi plus flexible. Et d'autre part, l'objectif principal des entreprises, l'objectif principal des salariés ne sont pas nécessairement en adéquation. Et les entreprises japonaises essaient de trouver une façon d'unifier, de ramener ces différents objectifs. Chaque entreprise essaie de changer ses objectifs de manière à être en meilleure cohérence avec les objectifs des individus. Et donc, les objectifs, évidemment, varient selon l'individu, mais ils essaient de travailler sur la communication au sein des entreprises, d'essayer d'avoir une approche qui améliore le bien-être des salariés. Et voilà, c'est comme ça que la société japonaise également change. L'Europe et en allant à la fois vers l'Est et vers l'Ouest. Alors, Émilie de Lombarès, Arnaud Vestier l'a dit tout à l'heure, le télétravail divise la société, crée des inégalités, et vous le vivez tous les jours parce que vos emplois, par définition, ils ne sont pas télétravaillables et pour autant, ils sont ultra nécessaires. Dans ces cas-là, comment on allie, parce que le télétravail étant un des éléments de bien-être demandés par les salariés aujourd'hui, comment on répond à une demande de davantage d'équilibre aujourd'hui quand on ne peut pas offrir du télétravail à ses salariés? Écoutez, merci pour la question, et puis merci surtout de me donner du coup cette occasion de parler de nos métiers, parce que c'est bien ça le sujet. Comme on disait, ils sont essentiels. Donc en effet, quand on dit le télétravail divise, en fait, nous, les inégalités, elles ne se jouent pas forcément là. Effectivement, nos métiers, donc le groupe Honnête, c'est une entreprise de service, de l'ingénierie et du service.
on intervient directement chez nos clients, en propreté, en sécurité, logistique, assistance aéroportuaire, on fait de la maintenance aussi jusque dans les centrales, dans le nucléaire. Donc effectivement, 90% de nos équipes sont directement chez nos clients tous les jours. Donc c'est vrai que cette question du télétravail, finalement, elle a été importante pour nous, mais elle s'est moins posée. Donc oui, si je reviens sur un point que vous évoquiez tout à l'heure, la question pour nous, c'est de savoir quelle est la satisfaction que l'on peut avoir au travail. Je ne parlerai pas forcément de bien-être au travail, mais de comment être bien au travail. Et on le voit dans les enquêtes, le premier besoin, c'est quand même la reconnaissance et le sentiment d'utilité. Donc ça, c'est un enjeu fort pour nos métiers. La deuxième réponse en général qu'on a, c'est sur le développement personnel. Comment est-ce que moi, à travers mon travail, je vais me développer, je vais grandir, je vais m'accomplir. Et finalement, est-ce que j'ai des parcours d'évolution? Donc là, on rentre un peu plus sur des enjeux qui sont concrets pour nos métiers. Et enfin, bien évidemment, la rémunération, qui est un enjeu majeur pour l'ensemble de nos équipes et de nos travailleurs. Donc finalement, la question pour nous, c'est de se dire comment dans des métiers dans lesquels finalement on est dans le backstage, parce que nous, finalement, on est à peu près présent partout dans tous les environnements de vos vies, tous les environnements industriels, tous les environnements de loisirs, dans des stades, dans des hôpitaux. On est présent encore une fois dans des industries, dans des bureaux. Bref, comment est-ce que quand on est dans les backstage, et vous le voyez bien aujourd'hui, quand on est dans les backstage, on attend de vous de ne pas vous voir. C'est un vrai paradoxe. Le paradoxe, c'est que quand tout se passe bien dans nos métiers, finalement, on n'entend pas parler de nous. Et ça a été la vraie préoccupation pour nos métiers depuis des années. Comment est-ce qu'on peut rendre visibles nos métiers? Donc, par exemple, en propreté, on a travaillé il y a quelque temps sur une étude pour essayer de comprendre finalement en quoi nos métiers pouvaient vraiment se concrétiser, comment ils se concrétisaient pour l'utilisateur final. Eh bien, 8 personnes sur 10 se sentent plus rassurées quand on voit le personnel de propreté. 8 personnes sur 10 aussi sont plus rassurées quand on voit les personnels de sécurité. Et donc, en fait, on s'est dit, notre enjeu, il est là. Il est de rendre visibles nos métiers. Donc, ça va se concrétiser comment? Ça va se concrétiser par, par exemple, l'ambition de mettre beaucoup plus de travail en journée dans la propreté. Plus on verra nos agents, plus on va valoriser notre agent. On va valoriser sa mission, on va le reconnaître déjà, lui dire merci. Ça, c'est important. Je suis désolée, mais c'est quelque chose qui, en France, n'existait plus avant le Covid. Donc aujourd'hui, on a vraiment plaisir à voir que de plus en plus, on salue nos équipes. Ça, c'est un enjeu majeur. Et finalement, on se dit, cette valorisation, elle passe par tout plein de gestes. Et ce sentiment d'utilité pour nos équipes, il passe par la reconnaissance, finalement, de leur mission. Quand on pose la question à nos équipes se sentent utiles dans leur mission. Quand vous faites bien votre travail et votre mission, vous êtes fiers de ça. Et c'est ce sentiment de fierté sur lequel on insiste. Et finalement, c'est le regard qu'on porte sur nos métiers qui, aujourd'hui, est notre combat. Jean-Paul Julia, tout à l'heure, vous avez commencé à parler du collectif. Et pour poursuivre sur cette question du télétravail ou même de la semaine de 4 jours, qui est un sujet qui est en train d'arriver largement dans le débat, est-ce que ce collectif, c'est une limite à ces nouveaux modes de travail qu'on associe aujourd'hui au bien-être? Exactement. Alors, sur le télétravail, en tout cas, moi j'aime bien le télétravail. J'aime bien le principe du télétravail pour 3 raisons. Tout d'abord, ça envoie un signal de confiance. Tu travailles chez toi, ça veut dire que j'ai confiance en toi. Et en réalité, quand les gens travaillent bien, ils travaillent bien chez eux, ils travaillent bien au bureau. Donc, je pense que ça envoie un signal de confiance. Je pense aussi qu'on est obligé d'en tenir compte. Tous les jeunes aujourd'hui qu'on recrute nous disent tout le temps « je veux du télétravail ». Donc je suis bien obligé d'en tenir compte. Et puis je crois que c'est une vertu aussi, c'est que ça renvoie les zones managériales qui ne sont pas forcément à l'aise. Maintenant, point trop d'infos. Et je pense que ça a été très bien dit. Dans une équipe, vous devez avoir du temps ensemble. Quand je travaille à distance, quand je commence une réunion par Teams, je ne fais pas de blagues. Je ne vais pas prendre un café. Bref, c'est froid. Et donc je ne peux pas créer une équipe quand on n'est pas ensemble, quand on n'a pas des moments interpersonnels, quand on ne s'engueule pas aussi. Et on ne peut pas créer, on ne peut pas inventer, on ne peut pas innover quand on est loin. Donc je pense que le télétravail est bien, mais on sort d'une période un peu particulière. On a tous été traumatisés par le Covid. Il va falloir qu'on prenne un peu de distance et qu'on trouve la bonne dose. Et probablement d'ailleurs que l'entreprise doit fixer un cap et après chaque manager, à l'intérieur de son organisation, doit être capable de dire passer ce seuil-là, l'équipe ne pourra pas bien fonctionner. Et encore une fois, c'est le rôle du manager de trouver l'équilibre. C'est quoi la finesse entre le collectif et l'individuel?
Alors évidemment, le télétravail n'est pas le seul aspect qui procure le bien-être au travail. Arnaud Vessier, quand on a discuté en amont de cette table ronde, vous m'avez dit évidemment la santé au travail en fait aussi partie. Oui, vous ne pourriez pas me dire autre chose. D'abord, c'est mon métier. Donc évidemment, j'en suis le premier avocat. Mais c'est une réalité. Quand on interroge les salariés, on voit aujourd'hui qu'il y a une demande de santé et de sécurité. Une demande de politique de bien-être. Donc, au-delà du travail hybride, il y a maintenant les politiques pratiques pour essayer de faire mieux vivre les salariés. Donc, il y a d'abord, je dirais, tout ce qui est repenser le bureau. Donc, il faut, pour que le bureau soit maintenant un endroit de collectif, là où auparavant, c'était l'endroit où on allait, donc il n'y avait pas à y réfléchir. Aujourd'hui, il faut que ce soit attirant. Mais il y a aussi les politiques de bien-être. On voit par exemple que les cliniques d'entreprise sont en train ou les centres médicaux à la française d'entreprise sont en train de renaître un peu partout dans le monde, dans les pays en voie de développement, aux Philippines, en Inde, et dans beaucoup de pays en voie de développement, on voit aujourd'hui émergents, on voit ces cliniques qui sont développées de façon à apporter une vraie fourniture de soins de santé et de bien-être aux salariés. Aux États-Unis, qui sont toujours le modèle, parce que les Américains sont le plus intéressés en santé, puisque les entreprises payent pour le coût de la santé, donc ont intérêt à ce que les salariés soient en bonne santé, puisque à l'arrivée, ça va leur créer des économies. Aux États-Unis, on voit un renouveau de tous ces centres médicaux sur les campus de bureaux, qui est un peu paradoxal au moment où il y a peu de salariés dans les bureaux. Mais aussi, et je crois, il faut vivre avec toutes les nouvelles technologies, en particulier en matière de santé mentale. Aujourd'hui, il faut redonner un accès facile aux salariés pour qu'ils se gèrent eux-mêmes. Ça fait partie de cette confiance qu'on donne aux salariés avec le travail hybride. En particulier, il y a une multitude aujourd'hui d'offres digitales pour faire son autodiagnostic sur le plan digital et derrière avoir des tas de méthodes pour gérer le stress, pour gérer le sommeil, pour gérer la resocialisation. Et toutes ces méthodes digitales qui étaient assez balbutiantes il y a 1 ou 2 ans commencent à être très efficaces. Et aujourd'hui, nous, par exemple, on fournit à nos clients toute une série d'outils digitaux qui sont, à mes yeux, complètement remarquables. Et ça permet derrière de créer un continuum avec des hotlines où vous pouvez parler à des psychologues ou enfin avoir accès directement à des thérapeutes, psychologues ou psychiatres. Donc il faut donner des outils maintenant aux salariés puisque la statistique qu'on a, nous, globalement, c'est que 82% des salariés veulent voir des politiques concrètes de bien-être au travail. Donc en fait, ça va maintenant au-delà du travail hybride. C'est comment l'entreprise doit-elle prendre en compte cet aspect-là. Et enfin, il y a maintenant des problèmes de compliance, puisqu'il y a une règle ISO qui vient de sortir, la 31030, qui impose aux entreprises, enfin en tout cas qui recommande aux entreprises, sur le plan santé et sécurité lors du voyage, toute une politique complète qu'elles doivent suivre pour pouvoir être qualifiées de cette règle ISO 31030. Donc on voit que les choses commencent à changer et on est en train de passer dans le concret. Alors, une fois qu'on a donné un peu de télétravail, pas trop, on a compris qu'on a créé les conditions de santé et de sécurité au travail, comment on fait pour valoriser les compétences, qui est aussi un enjeu essentiel pour le salarié? Alexandre Fréty, est-ce que vous voyez ce besoin de valorisation de compétences et comment on le traite? Oui, si on en revient au bien-être des salariés, et peut-être pour refaire la transition sur le télétravail et pour finir sur dernier, pas de critique, mais de challenge du monde dans lequel on vit. On a parlé de la fracture liée aux gens qui ont accès au digital et ceux qui n'ont pas accès au digital. Moi, je vois aussi une fracture générationnelle. C'est-à-dire que j'ai 2 exemples à vous donner. Le premier, c'est issu d'un patron d'un grand cabinet de conseil en stratégie. Ils ont fait une analyse et ils ont vu qu'aujourd'hui, les jeunes consultants, après 2 ans d'expérience, ils sont 6 mois en retard par rapport à les cohortes qui ont vécu sans le télétravail. Donc c'est quand même assez frappant, assez fort. 6 mois de retard, c'est colossal. Deuxième exemple qu'on vit tous dans nos entreprises, je descends sur les open space et ça m'arrive certaines journées de voir
quelqu'un qui a 25 ans, qui vient d'arriver dans l'entreprise et qui est tout seul sur OpenSpace. Où est ton équipe? Ah bah ils sont en télétravail. Et donc c'est pour ça que je parle de fracture générationnelle, parce que quand on a plus de, je donne un chiffre, 30 ans et qu'on a, on va dire, appris les basiques dans un monde physique, bah c'est extrêmement injuste vis-à-vis des nouveaux recrutés, même si eux demandent plus de télétravail, bah de les laisser se former en étant à distance. Et donc là, ça crée une barrière qui me semble être extrêmement importante. Et pour en revenir aux desiderata individuels, effectivement, ce qui est compliqué, parce que nous tous, on est obligé d'ouvrir cette voie du télétravail. On travaille dans le monde du freelancing, donc quand on travaille avec des freelances, on est obligé d'être extrêmement ouvert sur la capacité à travailler à distance. Mais pour autant, ce qui est intéressant, je trouve, c'est de voir que moi, aujourd'hui, si je veux recruter des talents, le principal actif que je mets en avant, ce sont mes avantages collaborateurs, ce sont le télétravail, ce sont la capacité à pouvoir travailler un peu partout dans le monde. Donc c'est la meilleure manière que j'ai pour acquérir des compétences. En revanche, ce n'est pas ce qui me permet de les garder. Ce qui me permet de les garder, c'est du lien, du sens et du développement. Et on voit bien que là, la quadrature du cercle, elle est extrêmement compliquée, parce que d'un côté, on veut du bien-être individuel, et le bien-être individuel, c'est être plus distant avec mon entreprise, et de l'autre, je vais être engagé si j'ai du lien, du sens et du développement. Et le mot sens, il est extrêmement intéressant parce qu'il a 3 acceptions dans le terme. C'est sens au sens signification. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui fait? Pourquoi mon entreprise? C'est quoi la raison d'être de mon entreprise? Et on revient sur les sujets de la mission. C'est sens au sens direction. Où je vais? C'est quoi ma carrière dans l'entreprise? Où va mon entreprise? Et c'est sens au sens sensibilité, et ce qui amène aux émotions et à la capacité à avoir de l'impact. Et donc aujourd'hui, le rôle que l'on a tous dans nos entreprises, c'est à la fois d'être assez conciliant et de comprendre qu'on vit dans un monde dans lequel on peut travailler à distance, et heureusement. Et pour autant, ce qui fait le projet d'entreprise, c'est de créer du lien, du sens et du développement. Et donc la quadrature du cercle, elle est extrêmement compliquée à mettre en œuvre. Et ces jeunes générations, elles sont extrêmement contradictoires aussi, parce qu'effectivement, elles veulent être libres, autonomes et avoir moins de règles de leur management, avoir la confiance, bien entendu. Et en même temps, le projet d'entreprise et la mission va les faire rester dans la durée et s'engager dans la durée. Donc je trouve que la population qui a la plus grande difficulté à réaliser ce qu'on souhaite faire quand on est chef d'entreprise, c'est le premier niveau de manager. Parce que le premier niveau de manager, il est entre le marteau et l'enclume. Il a des équipes à distance, il sait qu'il a peur qu'un de ses équipiers quitte l'entreprise parce que ça lui sera potentiellement reproché, et pour autant c'est le premier vecteur de lien, de sens et de développement. Donc ce qu'on voit dans le sujet, pour revenir à ta question sur les compétences, c'est moi ce que j'entends le plus souvent de la part de direction des ressources humaines qui sont assez modernes, c'est qu'aujourd'hui la compétence importe plus que le statut. Et donc on vit dans un monde dans lequel on a un sacro-saint CDI, et il y a de plus en plus d'entreprises aussi assez modernes qui vont s'attacher des compétences ponctuelles, pointues, dans la durée, avec un statut qui est finalement moins important que l'engagement. Les études qu'on voit aujourd'hui, c'est que l'engagement moyen d'un salarié en France, il est plus faible que l'engagement moyen d'un indépendant. Donc ça aussi, ça doit faire réagir. Monsieur Yanagawa, pour rebondir sur ce que vient de dire Alexandre Frécy, la question du développement des compétences et la gestion des carrières au Japon, elle se gère comment? Et j'ai envie de vous poser une autre question, c'est est-ce que vous vous retrouvez, est-ce que vous comprenez toutes les difficultés, la quadrature du cercle que vient d'expliquer Alexandre? Est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi dans votre pays? Oui, merci de cette question. Même au Japon, on investit dans le capital humain. La compétence, les aptitudes jouent une importance capitale pour la société japonaise. Mais il y a au Japon différents programmes. Mais le point clé, là, ce qui est difficile au Japon, c'est de gérer toutes ces compétences. Souvent, vous accumulez des compétences lorsque vous êtes jeune, lorsque vous êtes à l'université. En fait, il s'agit d'accumuler des compétences, souvent à l'école, mais il y a des changements technologiques qui s'opèrent très rapidement. Donc, l'environnement professionnel change. Donc, les personnes doivent s'adapter à ce nouvel environnement en intégrant de nouvelles compétences, en adoptant les nouvelles technologies, en prenant en considération ce nouveau savoir. Et dans les entreprises,
il est important d'avoir une sensibilisation vis-à-vis du capital humain en prenant en considération les compétences et les qualités. Donc, moi, je travaille avec le gouvernement japonais en mettant l'accent sur la politique économique et sur ces enjeux, l'investissement dans le capital humain. Afin d'améliorer la redistribution, il est nécessaire de renforcer la productivité du travail. Sans productivité, la croissance durable est difficile à atteindre. Pour la redistribution, il faut changer la productivité du travail. Donc l'enjeu, c'est la productivité du travail de tout un chacun. Donc il faut investir dans le capital humain, il faut renforcer les compétences pour la société japonaise et pour les entreprises japonaises. C'est pour cela que nous voulons investir dans le capital humain. Comment y parvenir? C'est très difficile, c'est une question tout à fait majeure. Le gouvernement japonais essaye de soutenir chaque individu par le biais de subsides afin de renforcer leurs compétences. Chaque individu, chaque entreprise, le gouvernement, tout ensemble, essayent de renforcer le capital humain dans la société japonaise. Donc pour la société japonaise, pour l'entreprise japonaise, renforcer la productivité, améliorer le bien-être constitue une stratégie de croissance. Donc c'est une question d'investissement pour l'avenir, l'investissement pour des bénéfices futurs. Ça, c'est la politique japonaise, c'est sur quoi elle repose. Au sein des entreprises japonaises, on essaye de mettre en œuvre des politiques pour renforcer la technologie, pour œuvrer pour le progrès. Et ensuite, il s'agit de renforcer la productivité du travail en investissant dans l'humain. Émilie de Lambarès, aujourd'hui, il arrive encore qu'on associe mal-être et travail. Alors, ça va reprendre un petit peu les éléments que vous avez tous évoqués pendant cette table ronde, mais comment ça se résout, ça? C'est une grande question. C'est pas la question la plus simple. Alors, c'est vrai que le mal-être au travail, et c'est là où moi je vais revenir quand même sur ce qu'on s'est dit au début. C'est Julia de Funès qui en parlait à l'époque où elle avait sorti ses papiers sur le bonheur au travail et où elle disait c'est pas le rôle de l'entreprise, le bonheur. Le bien-être, on arrive sur une notion qui est un peu différente, mais je le redisais moi aussi, qui est quand même assez personnelle aussi. Le bien-être, il vient de l'équilibre entre un travail dans lequel je me sens bien et mon équilibre personnel autour. Et le bien-être, pour moi, vraiment, il vient de là. Ça ne peut pas être que le travail qui vous amène du bien-être. C'est important, je pense, de ne pas oublier ça. Maintenant, comment est-ce qu'on est bien dans son travail? On est bien dans son travail, vous parliez de la formation et des compétences, on le redit, quand on se sent considéré. Donc on se sent considéré, on l'a dit, sentiment d'utilité, je ne vais pas revenir dessus. On se sent considéré quand on investit sur vous. Donc la formation fait partie des éléments clés pour continuer à développer les compétences. Chez Honnête, ça se concrétise comment? On a des parcours certifiants chez Honnête à tous les niveaux, j'allais dire, de compétences et depuis longtemps. Et je pense que c'est important d'être capable de donner des perspectives. Chez nous, vous avez des agents de terrain, de propreté, qui, au fur et à mesure des années, peuvent devenir directeurs d'agence, par exemple, quand ils font un parcours certifiant. Pour ceux qui ne peuvent pas le faire, il faut les accompagner sur des parcours de vie, qui sont des parcours de, par exemple, je vais travailler dans un environnement, et tout l'enjeu, ça va être d'amener demain à cette mobilité, finalement, à cette ouverture d'esprit sur des métiers différents. Chez Honnête, la grande chance qu'on a, c'est qu'on a une vraie diversité de profils et de compétences. Je vous parlais on a finalement des ingénieurs, on a des agents qui sont dans des techniques de propreté, on a des agents de sécurité, on a des agents qui interviennent dans de la maintenance. Bref, on a une diversité de profils qui est incroyable. La réalité, c'est que du jour au lendemain, vous ne passez pas d'un métier à l'autre. En revanche, tout au long d'une carrière, l'enjeu, ce sera de dire comment est-ce que finalement, dans le service, j'ai du commun et donc comment je peux grandir dans le service.
Grandir dans le service, par exemple, une des possibilités, c'est en devenant manager. Finalement, vous parliez tout à l'heure d'organisation très hiérarchique des entreprises. Et c'est vrai qu'on peut se dire, est-ce que c'est une vision du passé ? Non, ce n'est pas qu'une vision du passé. Pour moi, c'est une vraie vision des organisations, tout simplement de l'entreprise et du travail. C'est-à-dire que nous, on fait partie des entreprises qui sont très hiérarchiques, c'est-à-dire qu'on a vite une responsabilité managériale, même quand on est sur le terrain. Et donc, finalement, on s'occupe assez vite d'équipes. C'est un premier niveau de management. Et donc, chacun à sa place doit à la fois encadrer son équipe et en même temps, j'allais dire, écouter le sens de l'entreprise, la stratégie, les instructions, où on va, quels sont les cadres de travail, quelles sont les conditions dans lesquelles je dois travailler. Donc moi, ce qui me semble important aujourd'hui, c'est aussi justement de dire que le rôle du manager dans ce bien-être au travail, il est crucial. Et le problème, on le voit, c'est qu'aujourd'hui, on a du mal à recruter des managers, et à tout niveau. Mais pourquoi on a du mal à recruter des managers ? Parce que c'est difficile de manager. Parce que c'est difficile aujourd'hui, on en parlait dans une table ronde aussi sur l'individualisation de nos sociétés, c'est difficile aujourd'hui d'arriver à coordonner des collectifs. Et pourtant, tout l'enjeu chez Honnête, c'est comment je coordonne des collectifs qui ont des cultures différentes, qui ont peut-être qui ont des âges différents, donc des générations différentes, qui ont des métiers parfois différents. Bref, cet enjeu managérial, il est vraiment crucial aujourd'hui dans comment je vais finalement organiser le quotidien de mes équipes. Et c'est une vraie pression qu'on fait peser sur nos managers et je crois qu'il faut vraiment être attentif à ça. Donc ce qu'on essaye de faire, par exemple concrètement pour nos managers, c'est essayer de revenir déjà sur leur mission, se redire quelle est ta responsabilité. Pour pas que tu en aies trop, pour que tu aies une certaine liberté aussi, plus on va être précis sur le cadre, plus on va arriver à l'organiser. Et donc voilà, voilà, je me suis un peu éparpillée. Oui, mais c'est intéressant. Donc voilà, donc je crois que le rôle de nos managers, il est crucial, mais en même temps, il faut les accompagner, les former. Voilà, nous, on sait qu'on investit fortement dans la formation, c'est plus de 20 millions d'euros. Donc dans nos entreprises de services, autant vous dire que ce sont des vrais investissements. Et voilà, il faut être conscient aujourd'hui de la difficulté de coordonner des collectifs. Nous, c'est notre combat chez Honnête, c'est de dire finalement, notre réussite demain, ce sera de continuer à lutter pour dire que l'enjeu, il est collectif. On parlait de la relation tout à l'heure entre les équipes et de la relation humaine que l'on a. Je pense que le plaisir qu'on a à travailler, il est aussi dans cette relation humaine. Est-ce qu'on veut demain un monde, par exemple, où à la place de nos agents de service ou à la place de nos agents d'accueil, vous ayez des robots ? C'est une vraie question. Donc, nous, notre conviction, c'est que non, il faut du digital, il faut des robots, mais au service des équipes pour faciliter leur travail. Et on croit fortement que demain, ce qui viendra, j'allais dire, donner ce sentiment d'utilité, cette satisfaction à nos équipes, elle sera aussi dans cette relation interpersonnelle, dans le fait d'avoir trouvé la bonne idée, trouvé la bonne solution pour nos clients. Et finalement, c'est dans ces échanges quotidiens qu'on trouvera de la satisfaction. Merci beaucoup, Émilie. Alors, il nous reste les quelques minutes qui sont consacrées à vos questions. Je ne sais pas où est le micro. Le micro doit être par là-bas. Et donc, on a 10 minutes pour... Alors, voilà, il y a plein de mains et pas de micro. Voilà, super, je nomme. On a une dame, 2 dames, un monsieur là-bas. Alors, aux dames d'abord. Merci. Bonjour. Bonjour, merci à tous pour vos interventions. Je m'appelle Florence Gomez. Alors, le constat, vous l'avez fait, mais il y a aujourd'hui un désengagement au travail, un nombre de burn-out en constante évolution, un absentéisme, des dépressions, alors liées en partie à ce qu'on vient de traverser, le Covid, etc. Vous faites tous ce constat. On a aussi beaucoup parlé des niveaux de management. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans les grandes entreprises, même dans les plus petites, c'est surtout les top managers qui ont la chance parfois d'être coachés, d'être accompagnés. Mais tout ce qui est middle management et low management, est-ce qu'on leur donne véritablement les outils de self-development, de transformation? Parce que justement, vous faites tous ce constat, mais est-ce que depuis le Covid, vous avez vous-même, Arnaud Vessier, parlé d'outils digitaux qui existent aujourd'hui, mais qui sont encore très méconnus et très peu utilisés? Je me rends compte en parlant à des patrons d'entreprise. Qu'est-ce que vous avez mis en place dans vos entreprises pour justement essayer de pallier à ces problèmes? Bon, il se trouve que nous, on a lancé donc, à l'intérieur de l'International SOS, pour les 15 000 salariés, on leur a donné accès à une app qui s'appelle Koa Health. Et j'en parlais tout à l'heure, ça vous permet de faire cet autodiagnostic qui est le démarrage
d'un traitement personnel, enfin, ou d'une prise en compte personnelle de ces situations. Évidemment complètement individualisée de l'entreprise. L'entreprise n'a pas accès aux données, pas accès à la formation. Mais je pense on parlait du mal-être. Le mal-être dans les entreprises, il est réel. Et il l'est à cause de l'environnement extérieur, il l'est à cause du post-Covid. Et puis l'accélération des restructurations dans les entreprises, elle ne cesse de devenir plus présente. Et il ne faut pas croire que ça va changer dans le futur. Personnellement, je suis convaincu qu'il y a une accélération des changements et qu'il n'y a aucune raison de croire qu'on va retrouver une période stable. Donc, il faut mettre aujourd'hui des outils qui sont à la fois digitaux, mais aussi personnels. C'est-à-dire qu'il faut enseigner aux managers à comprendre, à voir les signes. Il faut les former. En France, on a une chance qui est la médecine du travail, qui est un peu unique, puisqu'il y a peu de pays qui ont une médecine du travail. Il faut la reformer de façon à ce que les médecins soient peut-être moins sur le pur check-up et plus sur une vision plus forte du salarié dans sa relation au travail. Mais je crois que c'est la vraie question, c'est comment aujourd'hui passer à des politiques pratiques qui permettent aux salariés de sentir qu'ils sont soutenus quand ils sont un peu en détresse. Jean-Paul Julia, vous aviez une réponse à apporter à madame. Oui, je pense que votre point est fondamental. En réalité, tout dépend, à mon sens, tout dépend toujours du manager. Et par définition, c'est le métier le plus dur, parce que c'est de l'humain. Et donc, il faut leur donner, et je crois que le dirigeant montre l'exemple. Et quand il montre l'exemple, c'est pourquoi je suis là, moi? C'est quoi le sens? Et je pense que rien n'est pire que l'incantatoire, parce que quand vous faites de l'incantatoire, je suis dépourvu et je n'ai pas d'accès sur le réel. Donc, je dois donner un cadre. Et madame l'a très bien dit. Plus le cadre est clair, plus je suis libre. Et après, je dois réfléchir. Vous savez, il n'y a pas de vérité. Moi, par exemple, je me suis posé la question, je préfère faire un travail pas très intelligent avec des gens que j'aime bien, plutôt que de faire un travail génial avec des gens que j'aime pas. Mais c'est ma vérité. Mais s'il n'y a pas quelqu'un qui me bouscule pour comprendre quel est mon besoin, quelle est ma vérité, comment voulez-vous que je sois content et que j'ai envie d'y aller? Et donc, c'est bien le rôle du chef d'être capable de dire, qu'est-ce que tu veux vraiment? Qu'est-ce qui fait que tu es content? Pourquoi tu n'es pas content? Comment on fait pour que ça marche? Et pour que le chef fasse ça, il faut qu'il soit en confort. Donc il faut que son chef fasse la même chose et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais honnêtement, c'est des règles simples, ça fait depuis la nuit des temps. Mais je pense que quand ça marche, c'est très puissant. Madame. Bonjour à tous. Vous mesurez aujourd'hui comment le bien-être au travail et l'efficacité et l'impact de ce bien-être dans vos entreprises auprès de tous vos collaborateurs. Vous avez des façons de suivre l'évolution de ce sentiment parce que ça reste très imperceptible. On sait tous aujourd'hui toutes les problématiques qui se posent. On connaît nos obligations, mais on a encore du mal à trouver le chemin pour chiffrer et mesurer ce qu'on met en place pour accompagner. Est-ce que vous avez des solutions? Oui. Vous mesurez? En fait, nous, il y a deux réponses à ça. Oui, il faut mesurer. Pour ça, nous, on est en train de mettre en place un outil qui est anonymisé. Avec plein de questions qui permettent vraiment de faire de la statistique et de se recroiser pour essayer de voir dans un service, donc bien sûr un service à partir de 3 personnes parce que sinon c'est assez compliqué de le faire, mais il peut exister des outils qui vous permettent vraiment d'avoir des statistiques. Et donc nous on a 2 périmètres pilotes chez nous qui commencent vraiment à donner aux managers du coup le ressenti des équipes et qui leur permet aussi de proposer des idées. Donc ça c'est assez intéressant. Donc aujourd'hui il y a des outils digitaux pour ça. Après, moi, je vous dirais juste une chose que me disent mes équipes, et on le voit chez nous, chez Honnête, en fait, les choses se passent bien sur le terrain et dans nos opérations quand il y a quand même une osmose entre eux, les équipes sont heureuses, le management se passe bien. En général, nous, les taux, les indicateurs, par exemple, d'accidents au travail sont bons. Et en général, même le chantier est plutôt équilibré économiquement quand ça se passe bien. Et donc, en fait, paradoxalement, cet indicateur-là, parfois, il ne faut pas regarder que des indicateurs d'écoute. Et c'est là où il faut se dire,
faut revenir quand même à l'essentiel, c'est que ça se passe bien quand il y a une bonne entente, quand on se dit les choses, quand on ouvre la parole. Et moi, je crois que pendant des années, on a eu des modes de management, on a eu des organisations qui ont poussé les gens à moins s'exprimer, à rentrer dans des schémas un peu trop contraignants. Et notre enjeu, c'est d'ouvrir la parole, attention, dans un moment où l'ouverture de la parole est la plus difficile. Donc voilà, notre enjeu, pour moi, c'est ça. Je vais compléter en faisant court. Nous, on mesure, classiquement, c'est pas très original, on mesure le NPS des collaborateurs 2 fois par an. Et pour arriver sur le sujet du manager qui est important, le NPS de l'entreprise, il est de 40. Mais j'ai des équipes à 75 et des équipes à 0 et des équipes négatives. Donc ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que quand on mesure justement ce bien-être des salariés, on arrive à isoler les causes structurelles. Oui, la cantine n'est pas propre, enfin des sujets qui sont transverses à l'entreprise. Et on voit que le principal vecteur de bien-être, c'est le manager. Et alors ce qu'on fait, c'est 2 choses. 1, c'est effectivement avoir des programmes de formation ciblés sur les managers qui sont en déficience de bien-être de leurs équipes. Et 2, c'est aussi de prendre le sujet en amont. C'est-à-dire qu'en France, on a quand même un problème, c'est que le management, c'est une promotion, c'est pas vu comme une compétence. Donc le fait de choisir les bonnes personnes, c'est le principal critère de bien-être au travail. On n'est pas tous demain des bons managers. Il y a des gens qui préfèrent travailler avec des gens qu'ils aiment bien sur des sujets moins intéressants. Et il y a des gens qui sont faits pour être contributeurs individuels. Et on est quand même dans une société qui promeut un peu trop le management. Il y a un système qui marche très bien, qui est le 360, c'est-à-dire demander à un manager d'être jugé par ses supérieurs, par ses pairs et par les gens qui lui rapportent. Nous, on fait ça systématiquement avec l'ensemble de notre management à travers le groupe. Et ça ouvre les perspectives pour les managers, parce que souvent, soit ils ne sont pas formés, soit ils ne se rendent pas compte de la façon dont ils sont ressentis. Et le 360 est un mécanisme assez simple et, à mes yeux, remarquablement efficace. Jean-Paul, ouais. Juste une phrase. Ouais. On parlait tout à l'heure de est-ce que le bien-être, ça se mesure, est-ce que c'est important? Dans une agence où j'ai un problème de bien-être, mes chiffres s'effondrent. Il n'y a pas besoin de regarder, d'avoir plein d'indicateurs. Ça saute immédiatement aux yeux. Évident. Alors, si vous posez des questions très rapides, on peut en prendre 2. Ah ouais, là-bas au fond, ça s'agite. En 2 minutes 21. Ça, c'est pour eux. Bonjour. Avant de parler de télétravail, il faut résoudre le problème de l'inégalité numérique, matériel numérique, résoudre le problème des zones blanches Internet. Des enfants, des étudiants, futurs salariés ont décroché scolairement pendant le Covid, malgré le suivi à distance par les professeurs. Comment l'expliquez-vous? Merci. Le décrochage numérique et scolaire. Allez, Émilie, vous êtes lancée. Non, mais c'est vrai que nous, en tant qu'entreprise, on essaye de créer le plus possible de connexions avec la jeunesse. Et la jeunesse, comme vous le dites, ça passe par les écoles. Ça passe bien par les écoles, mais j'allais dire dès le plus jeune âge. Donc on essaye de créer du contact à travers différents programmes avec les écoles pour essayer aussi de montrer ce que c'est que le travail et le monde de l'entreprise et nos métiers. Donc c'est pas une solution forcément immédiate et voilà, c'est une solution qui est à notre portée en tant qu'entreprise. Mais je crois que voilà, c'est important que les entreprises recréent le contact avec la jeunesse et montrent ce que sont nos métiers et ce qu'ils pourront faire dans l'avenir. Allez, une toute dernière question. Oui, merci beaucoup. Allez-y, madame. Surtout pour madame de Lombarès et monsieur Fréty, moi je me demandais pour décider de c'est quoi le bien-être en entreprise et notamment toucher à la fracture générationnelle. Dans la Youth Forever, on est en train de faire une enquête sur le sujet du dialogue social et on se posait la question, est-ce qu'on peut dépoussiérer le dialogue social pour ma génération et quelle forme est-ce qu'il peut prendre et quelle importance pour répondre à ces questions? Je peux démarrer. Bonne question, ouais. Personnellement, j'adorerais qu'on dépoussière le dialogue social. Je suis soumis, je pense, comme un peu tout le monde, à des instances représentatives, avec une réunion formelle tous les mois et avec un cadre légal un peu restreint. Donc, si la nouvelle génération que vous représentez a envie de trouver une nouvelle manière de communiquer à l'intérieur de la société, alors on le fait quand même déjà. Hein. Quand on fait cette enquête tous les 6 mois et qu'on a effectivement une manière d'avoir du bottom-up, des 360, d'avoir une liberté de parole, je pense que c'est un premier levier. Mais aujourd'hui, on est malheureusement quand même dans un carcan juridique qui fait que si on veut dépoussiérer le dialogue social, il faudra que ça passe à un moment donné par une refonte de la manière dont fonctionne le dialogue social dans les entreprises.
Allez, on peut se dire qu'on en parlera l'année prochaine. On me fait des grands signes là-bas pour me dire que la session est écoulée. Merci à vous tous d'y avoir participé et très bonne continuation.